Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent pour la dernière semaine. On va se retrouver 2 fois par semaine, parce qu'à partir de la semaine prochaine, on passe à une seule fois. On passe en mode off-season chez TFA. On continue à se parler toutes les semaines, mais ce sera plus qu'une seule fois par semaine. Bon, alors on fera le tour de l'actu, on fera tout ça, bref, on aura plein de choses à dire. C'est donc la dernière fois qu'il y a 2 podcasts dans la semaine avant le mois de juillet, où on fera les previews de division, etc., etc. Mais ça, on aura le temps d'en reparler. Aujourd'hui, le programme, c'est quoi ? Alors, la draft sans être la draft, c'est plutôt l'heure des choix, parce que sur ce dernier week-end, il y a eu quand même énormément de déclarations venant de différents boards, hein, que ce soit des general managers ou que ce soit des entraîneurs, qui sont d'ailleurs plus ou moins tous réunis. Alors, il y a eu les Pro Days pour les futurs rookies. Il y a eu aussi, à partir de ce lundi, la réunion annuelle des entraîneurs et des propriétaires de franchises à Orlando pour discuter notamment des nouvelles règles, etc., etc. Et donc tout ça nous donne l'occasion de discuter des choix qui vont être faits pendant la draft, les trade-up, les trade-down, qui va choisir qui va choisir quoi, les besoins de chacun, bref. Il y a beaucoup de choses à dire sur les déclarations des uns et des autres. Est-ce que c'est des déclarations purement politiciennes de on est à l'écoute de toutes les offres, mais en fait, pas vraiment, on a déjà fait notre choix, ou est-ce que c'est vraiment des équipes qui vont peut-être se dire, non, on va reculer de 3-4 ans, ou alors on va monter d'une dizaine de rangs pour aller choisir le quarterback de nos rêves. On va discuter de tout ça pendant l'heure qui vient avec mon acolyte de toujours, mon doublon, le chouchou de ces dames et de certains messieurs, c'est Seb. Salut mon Seb, comment ça va ? Salut Flav, salut, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. En effet, dernière ligne droite, mine de rien, avant la draft, il y a eu les Pro Days, comme tu l'as dit, tout le monde est réuni. Et d'ailleurs, puisque tous les propriétaires sont réunis, j'aimerais qu'on ait une seconde de silence pour la disparition du hip drop tackle et pour tous ces ligaments croisés qui seront certainement sauvés la saison prochaine grâce à cette décision. Mais Dieu sait si ça va faire débat. Et d'ailleurs, alors je sais pas si on en parlera mercredi parce que ça dépend encore. Le programme est pas fixé, mais c'est pas impossible qu'on revienne sur les règles qui ont été abandonnées ou qui ont été modifiées. Il y en aura encore d'ici à mercredi. Mais c'est vrai que le hip drop tackle, vient d'être banni, vient d'être supprimé. Et donc du coup, notre pauvre supporter des Bengals ne pourra plus assassiner d'autres équipes en AFC Nord, et c'est absolument terrible. Salut mon cher Arthur, comment ça va ? Salut Flav, salut Seb, salut à toutes et à tous. Très belle transition au passage. Et je suis désolé, pour illustrer le hip drop tackle, c'est sur l'article qui est paru sur TFA, j'ai choisi une photo des Bengals contre Mark Andrews. Je veux rien. Comme par hasard. Non, mais sur tout Twitter, c'est comme ça. Tout le monde a mis la photo de Logan Wilson sur Mark Andrews. Attends, voilà. Dommage. C'est l'un de cette année. C'est l'un de cette année. C'est pas de mode faute s'il a taclé s'il a plaqué n'importe comment. Quoi. C'est pas nous. C'est pas nous les responsables. Bon, donc effectivement. Mais après, on va pas faire une émission sur le hip drop tackle aujourd'hui, mais ça fait vraiment débat pour le coup. Il y en a beaucoup qui disent oui, mais au final, du coup, on n'a plus le droit de défendre, etc., etc. Bon, ça, on pourrait prendre les arguments de chacun sur le truc. Alors, d'après les informations qu'on a, le vote sur le nouveau kick-off devrait arriver dans la journée de mardi, apparemment. Donc, est-ce qu'ils vont changer les règles du kick-off et tout ? Eh bien, vous le saurez dans le prochain podcast. En attendant, on va parler donc de ces mouvements en commençant. On va prendre dans l'ordre plus ou moins de la draft. Alors, on va pas s'intéresser aux Bears parce que je pense que la situation est plus ou moins, verrouillée du côté de Chicago, à mon avis. Ça fait énorme surprise cataclysmique. Ils devraient garder leur choix cette année. Ça fait énorme surprise cataclysmique. Ils devraient partir avec Caleb Williams. Ça se présente à peu près comme ça. Bon, on va aller du côté par contre de Washington parce que Dan Quinn nous a fait une petite déclaration en disant on a besoin d'un quarterback, soit, certes, ça là-dessus je pense qu'on sera tous d'accord, mais pourquoi pas finalement laisser le choix 2 et puis choisir notre quarterback un petit peu plus tard. Est-ce qu'on doit comprendre que personne ne leur a vraiment tapé dans l'œil ? Je suis pas sûr que personne ne leur ait tapé dans l'œil, puisque
Ne tournons pas autour du pot. Tu l'as rappelé, en particulier après le trade de Justin Fields, il est évident que Chicago va prendre un quarterback avec son premier choix. Il est quasiment acquis que ce sera Caleb Williams, et Washington fait également partie de ces clubs qui, et ils sont plus nombreux qu'on ne le pense, qui auraient désespérément besoin d'un QB. Ils ont tradé Samuel. Alors certes, ils ont fait venir Marcus Mariota, mais est-ce qu'ils veulent confier les clés du camion à Marcus Mariota? Vu déjà son passif en NFL, ça me semble un petit peu pas forcément le choix évident. Choix de backup qui est, à mon avis, très sage et très justifié, mais peut-être un peu compliqué de lui confier les clés. Alors, oui, en effet, Dan Quinn, il a dit que le téléphone sonnait, qu'on lui, on lui en parlait. Voilà, il ne pleure pas, mais il sonne, en tout cas, qu'il y avait des discussions à ce sujet. Moi, je n'y crois pas trop, pour être très honnête. Tout d'abord parce que, comme je le disais, Washington a vraiment besoin d'un QB. Et puis aussi, je pense que l'acquisition de ce second pick, le prix serait peut-être un petit peu exorbitant, hein. Il y a certains experts ici et là, notamment sur CBS Sport, qui diraient que Washington, s'il demandait 3 premiers tours, 3 choix de premier tour sur les drafts à venir, ben, ce serait peut-être pas disproportionné. Je ne sais pas trop quel club serait prêt comme ça à quasiment, je ne vais pas dire hypothéquer son avenir à la draft, mais à sérieusement l'entamer pour prendre un Drake May. Je suis très dubitatif sur cette hypothèse. Bah, faudrait quand même que Drake May, pour le coup, vraiment taper dans l'œil d'une franchise qui serait prête presque à faire tapis pour voilà. aller le chercher. Là, ce serait, mais effectivement, ça paraît. Mais très honnêtement, si c'était à ce point, je pense que ça se saurait. Oui. Il y aurait déjà, je veux dire, quelque chose aussi énorme. Il y aurait déjà des rumeurs. Et alors après, il y a des secrets qui sont bien gardés, hein, aussi. Attention, on sait très bien, notamment du côté des Patriots, où on se pose la même question. Est-ce qu'ils vont trade down? Est-ce qu'ils vont... Et il n'y a rien qui filtre du côté de New England. Donc des fois, il y a des secrets qui sont bien gardés, mais quelque chose aussi énorme, j'ai du mal à croire qu'il n'y ait pas un insider qui n'aurait pas lâché la rumeur quelque part. Qui n'aurait pas vendu la mèche, comme dirait. Ah, oui. Mon cher Arthur, un peu la même question. Washington, pour toi, ils doivent garder ce choix numéro 2, ou est-ce que finalement, ils ne peuvent pas se contenter de se dire on recule un petit peu sans aller jusqu'à prendre la 25e position dans la draft, mais on recule de quelques choix et finalement, bon, bah, on aura quand même un quarterback suffisamment talentueux pour faire des bonnes choses à l'avenir. Non, je pense qu'ils doivent le garder. Il faut qu'il bénéficie de ce deuxième pick. Deuxième pick, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul quarterback du coup qui est parti, logiquement. Et du coup, il y a quand même un gros choix, donc ce serait un petit peu un aveu de faiblesse de le laisser, mais après, ça dépend de la compensation forcément qu'il y a derrière. Si, imaginons, les Vikings leur proposent un Justin Jefferson et leur premier tour de draft, bon, là, tu y réfléchis sérieusement. Par exemple, mais Oui. en fait, tout dépend de l'offre de la franchise qui pourrait échanger ce deuxième tour. Enfin, deuxième choix. Ce deuxième choix, ouais. Moi, je suis d'accord. Tu vois, je suis d'accord avec Arthur si on devait, mais je crois qu'on reviendra sur le cas des Vikings un peu plus loin. On va en parler un peu plus tard. Si on prenait cette hypothèse-là, tu mets du franchise player quoi, en jeu à un moment. Tu mets du franchise player et ton premier tour de draft de l'année suivante. Moi, le prix me paraît élevé. Hein. C'est élevé. Rappelons-le, un deuxième choix de draft, ce serait pas pour aller chercher le premier comme l'avaient fait l'an dernier les Panthers de Carolina. Ce serait là pour le second choix, puisque comme on l'a dit tout à l'heure en début de podcast, il y a quand même très très peu de chances que les Bears laissent échapper. Il faudrait vraiment une offre stratosphérique pour qu'ils lâchent le premier choix. C'est très très peu probable. Mais on peut, pour les plus anciens d'entre nous, et toi en particulier, Flav, se souviendront émus de Mike Ditka au Saints, qui avait fait un tapis total. Alors, la prochaine fois, commence la phrase par les Saints, tu vois. Parce que si tu commences par, pour les plus anciens d'entre nous, et notamment pour toi, Flav,
pourrait le mal le prendre, tu vois, dans un sens. C'est vrai. Je prie de m'excuser ce manque de délicatesse à l'endroit de ton grand âge, d'autant que tu es le chef du foot, je te dois le respect quand même, quelque part. Mais voilà, après, bon, c'était un mouvement absolument fou qui en plus n'a pas payé exactement les dividendes qu'on en attendait à l'époque. Mais ça peut toujours s'envisager. Alors c'est précisément, tiens, puisqu'on parle de mouvement qui n'a pas toujours eu la réussite qu'on aurait pensé. J'en reviens au cas de mon ami General Manager des Washington Commanders, et là c'est toi, mon Seb, qui va m'excuser d'en reparler. C'est Adam Peters. Adam Peters qui a été la personne qui était aux manettes pour faire un trade-up pour aller chercher, roulement de tambour, Trey Lance chez les 49ers de San Francisco. Est-ce que tu as confiance quand même en Adam Peters pour faire le bon choix avec le deuxième choix de draft? Alors, moi, que je lui fasse confiance, je pense que c'est pas trop le fond du problème. C'est que les Commanders lui fassent confiance, surtout. J'ai encore failli dire les Redskins, décidément, faut que la football team. La Washington Football Team, mon Dieu. Ça aurait été horrible de faire un podcast avec un nom de club pareil. Après, voilà, c'est toujours le souci à la draft, et en particulier sur la position de quarterback. Tu sais jamais si tu fais le bon choix. Hein. Regarde, nos amis des Panthers peuvent en parler. Et puis Adam Peters, il s'est raté une fois sur Trey Lance, c'est encore que oui. Bon, à l'époque, voilà. Tout est relatif. Voilà, est-ce que tout le monde aurait, parce que c'est facile à dire 3 ans après, tu vois, ou 2 ans après. Bien sûr. Mais est-ce que à l'époque tout le monde s'était dit c'est un trade horrible parce que ça va être un bust pas possible et tout? Non, pas forcément. Donc, non. Voilà. Les observateurs disaient que c'était audacieux comme move, mais c'est de toute façon ces opérations de trade-up, c'est toujours un move audacieux. Après, ça paye, bravo. Ça bust, et ben forcément tout le monde tourne le regard vers le general manager. À un moment, tu assumes aussi les responsabilités de la fonction et des décisions. Et c'est pour ça que faire tapis vraiment sur plusieurs saisons avec des choix de draft donnés sur 2-3 ans, ça peut porter à conséquence sur un avenir à court terme d'une franchise NFL. En parlant d'équipes à la recherche d'un quarterback, mais qui sont, je cite les phrases données, à l'écoute de toute offre, nous avons également, mon cher Arthur, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui ont eu le choix 3, donc juste en dessous, et qui ont dit quasiment mot pour mot, par la voix de leur nouvel entraîneur, la même chose que les Commanders, à savoir, oui, on a besoin d'un quarterback, mais pas sûr que finalement on garde notre choix 3. Est-ce que eux doivent se dire, à l'inverse des Commanders, comme on a le 3e choix, il y a déjà 2 quarterbacks partis, on peut se permettre d'en prendre un peu plus loin. Ah, je ne t'entends pas. Tiens. Ça peut se réfléchir, mais en soi, tout ça dépendra de l'offre. Parce que si on est dans une draft où il y aura quand même pas mal de quarterbacks draftés au premier tour, et forcément, quand on est au 3e choix, il y a les 2 dessus qui ne sont pas pris, donc on a à peu près les mêmes niveaux, on va dire, entre guillemets. Donc du coup, si l'offre est assez généreuse de la part d'une franchise qui a besoin de quarterback, bonjour les Broncos, bonjour les Vikings, forcément c'est envisageable pour aller chercher ensuite un quarterback un petit peu moins bon, on va dire, avec une équipe qui s'est un petit peu renforcée durant la free agency, avec quand même quelques belles petites miniatures, on va dire, pour entourer le quarterback. Est-ce que les Pats, Seb, ils sont pas dans une situation un peu plus, entre guillemets, confortable que les Commanders, parce que eux ont été chercher Jacoby Brissett. Alors tu vas me dire, c'est peut-être pas le franchise quarterback, voilà, mais c'est quand même quelqu'un qui a une expérience en NFL et qui peut, au pire, mener la franchise pendant une saison, non? Oui, je suis assez d'accord avec toi sur ce point. Et les Patriots, certes, ont besoin d'un quarterback, mais ils auraient aussi besoin de playmakers. Ils auraient besoin ne serait-ce que d'un receveur pour dynamiser leur attaque qui a vraiment été anémique la saison passée. Jacoby Brissett est là. On peut le considérer comme un pis-aller, mais il connaît le job, il connaît le club,
il y a déjà évolué. Pour reprendre les mots d'Arthur, oui, si l'offre est généreuse, ça peut s'envisager parce que New England, en plus, c'est vraiment dans une phase de reconstruction. Toutes les fondations sont à reposer. Commencer par un playmaker, un skill player sur un first round en trade down, ça peut s'entendre parce que s'ils descendent, des receveurs, il y en aura encore quelques-uns de disponibles au premier tour. Et par la suite, on peut très bien aller chercher un quarterback au deuxième tour. Moi, je pense notamment à Bo Nix d'Oregon, je crois. Ça peut encore se trouver et on peut construire autour. Si je devais mettre un billet sur un trade down, j'aurais plus tendance à le mettre sur New England que sur Washington, dont on parlait juste avant. Surtout que, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils sont extrêmement discrets. Généralement, les franchises discrètes, c'est de ce côté-là que ça négocie le plus. Après, les Pats sont pas pour tradition d'être particulièrement tapageurs dans leur communication. Hein. C'est pas le genre de la maison. Donc, effectivement. Mais alors, j'en reviens à ta phrase et je nourris ça d'une nouvelle question, mon cher Seb. C'est est-ce que finalement, il pourrait pas aussi garder le choix 3 et surprendre un peu tout le monde et ne pas prendre un quarterback avec le choix 3, mais prendre un receveur? Totalement envisageable. Absolument et totalement envisageable. D'autant qu'on peut imaginer qu'au choix 3, il y aura Marvin Harrison Jr. Qui sera disponible. C'est fort probable parce que voilà, si Marvin Harrison part avant le 3e choix, là par contre, ça sera vraiment une surprise pour le coup, pour le first round. Mais c'est totalement faisable et ce sera un gros coup. Oui, parce qu'ils peuvent couper l'herbe sous le pied de pas mal de franchises quand même, qui s'attendraient à aller voir prendre un quarterback, qui éventuellement cherchaient à trade up pour aller chercher le Marvin Harrison, et ils pourraient couper l'herbe sous le pied de bon nombre de franchises quand même. Là, en l'état actuel des choses, en l'état actuel de la draft, si ça devait se produire, les Patriots qui prennent Marvin Harrison, j'espère qu'Arizona a prévu un plan B déjà, parce que sinon ça va être la panique dans leur war room. Et puis les Chargers peut-être aussi en choix 5, parce que je pense qu'ils ciblent plus ou moins un receveur eux aussi, donc il y a quand même ça m'étonnerait qu'ils aillent chercher un QB, les Chargers, ce serait fort étonnant. Non, s'ils choisissent un QB, ça va être au 4e ou 5e round, pas avant. Là, normalement ils sont armés. Non, normalement, ils ont de quoi faire. Alors, on parle depuis tout à l'heure des trades qui peuvent se monter. Il y a quand même une équipe qui fait, on va dire, figure de favori pour monter un trade-up absolument monumental. Ce sont les Vikings du Minnesota. Pourquoi les Vikings du Minnesota? Parce qu'ils ont 2 choix de premier tour, le 11e et le 23e, et ils ont Justin Jefferson, qui devait être en renégociation de contrat. Alors, on connaît ses conditions, c'était faire sauter la banque et être assuré au poste de quarterback. Bon, au moins pour la 2e, c'est mort. Donc, ça, c'est déjà ça de prix. Donc, peut-être qu'ils se disent, tant qu'il a une valeur, plutôt que de le laisser partir libre l'an prochain, tant qu'il a une valeur, autant le mettre dans la balance, non, Arthur? Est-ce que tu vois Justin Jefferson être dans la balance pour un trade-up? Peut-être que lui aurait envie de se faire trade, mais est-ce que les Vikings vont vraiment sacrifier l'un des meilleurs receveurs de la NFL? C'est possible, mais c'est vrai que ça paraît quand même un peu utopique. Après, s'il le sacrifie pas, il va falloir le prolonger, parce que bon, de toute façon, l'an prochain, il est en fin de contrat, quoi. Oui, c'est sûr, mais après, Justin Jefferson, c'est quand même un top receveur de la ligue. Forcément, ça va faire sauter la banque. Mais après, la question, c'est si lui, il a envie de rester et s'il a clairement fait comprendre à son équipe qu'il ne voulait pas rester. Il y a les 2 tours de premier choix. Non, les deux choix de premier tour qui sautent et lui aussi. Et ça peut faire le braquage, un bon petit braquage. Justement, avec ces 2 choix de premier tour, Seb, tu les vois monter jusqu'où, toi, les Vikings? Ils peuvent aller chercher, par exemple, la 2e place des Commanders? Alors, je sais pas s'ils peuvent viser peut-être, disons, j'ai trouvé quelque chose, un petit article intéressant. Alors, je le dis tout de suite, c'est pas moi qui monte ce scénario, j'ai pas ce talent. C'est Archie White de CBS Sports qui les voit faire ça, si vous voulez trade up. C'est de trader leurs 2 choix du premier tour, les 11e et le 23e, contre le 5e des Chargers,
Et éventuellement, et s'ils veulent trade down, on parlait de tout à l'heure, d'échanger ce 5e choix contre le 3e de New England, et ils pourraient viser un quarterback, ils pourraient viser un JJ McCarthy de Michigan, au hasard. Et peut-être que ça pourrait convaincre Justin Jefferson de rester. Voilà. On n'a pas amené un QB élite de la free agency. On t'amène un des meilleurs prospects de la NCAA, de la draft de 2024. Alors attention, hein, hypothèse, tout ça, mais c'est surtout que je me dis, enfin, moi j'entends bien l'affaire, mais je pense que même si tu lui emmenais aujourd'hui Caleb Williams, qui est pressenti comme étant normalement le choix numéro 1, etc., je vais pas dire le meilleur parce qu'il y a beaucoup de débats sur Caleb Williams, donc on va pas rentrer dans ce débat-là, mais même si tu amenais le choix numéro 1, je suis pas sûr que ça conviendrait encore à Justin Jefferson, qui a quand même demandé, parce qu'on va pas se leurrer, on l'a déjà dit dans le podcast et on va le répéter, quand il demande des garanties au poste de quarterback, c'est soit il veut un très gros nom de la free agency, un Russell Wilson par exemple, soit il voulait Kirk Cousins, son choix numéro 1. Là-dessus, c'est clair. Je suis même pas sûr qu'un top prospect, à la rigueur, là où ça peut se passer le mieux pour Minnesota, c'est qu'ils lui prennent effectivement un top prospect, que ça clique tout de suite dès la première saison, et que l'an prochain, en fin de contrat, ils se disent, bon, bah, effectivement, je m'entends bien avec ce nouveau quarterback qui est jeune, ça a de l'avenir, et qui prolonge. C'est quand même beaucoup de si. Hein. Ça fait... Alors voilà, c'est pour ça que je dis bien hypothèse. Hein. Je suis le premier à reconnaître que si j'étais Justin Jefferson, c'est une solution, une situation qu'il va falloir bien me vendre, si tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que tout ça, ça reste vraiment de l'hypothétique. Toujours est-il que, sans parler de... On va laisser Justin Jefferson en dehors de la conversation. Je pense qu'il pourrait, avec ce type de montage, s'accaparer au moins le 3e choix de New England. Après, est-ce qu'ils en ont la volonté? Est-ce que les clubs, parce que ça implique quand même 3 clubs, hein, ça implique Minnesota, ça implique les Chargers, ça implique New England. Il faut que tout le monde soit d'accord hein, dans cette affaire. Ça reste quand même un scénario compliqué. Hein. Après, il y a un beau paquet à se faire quand même, parce que tu te dis, tu as quand même 2 choix de premier tour qui peuvent être mis dans la balance. Donc, c'est pas, tu vois, c'est pas vilain, quoi. Tout dépend de ce que ces clubs target. Il est évident que les Chargers, si target un receveur d'élite, bon, au 11e choix, j'ai peur que ce soit foutu. Hein. Oui, non, ça, très clairement. Après, il faudrait viser à la rigueur des équipes qui n'ont pas beaucoup de choix de draft, mais les seuls que je vois au-dessus d'eux, enfin, il y en a 2 qui sont vraiment en manque de choix de draft, c'est les Bears, mais ils en ont déjà 2 dans le premier tour. Ils n'ont que 4 choix hein, cette année, les Bears. Hein. De draft. Hein. Ils en ont 2 dans le premier tour et après, c'est 75e choix. Hein. Et, sinon, il y a les Giants qui ont le 6, le 47, le 70, le 107, le 166, le 183. Il n'y a pas de numéro complémentaire, c'est pas la peine de demander. Donc, ils en ont 6, mais je vois pas non plus les Giants forcément au trade down vu les besoins qu'ils ont aussi. Non. Donc, ouais, après, c'est les Chargers. Même les Bears lâcheront pas leur 9e choix parce qu'ils vont target un receveur et c'est quasiment à la 9e place, ça va être quasiment la dernière chance pour vraiment attraper un des 3-4 gros noms de la draft de 2024. Ouais. Hein, alors, dans ce marasme de trade-up et de trade-down, on a aussi les Broncos de Denver. Alors là, je vais m'adresser à Arthur, parce que Arthur nous a écrit un article tout à l'heure sur TFA qui parlait des Broncos de Denver et d'un éventuel trade-up. Sean Payton a dit aujourd'hui, enfin ce lundi, vous écoutez mardi, mais nous on enregistre lundi, donc il a dit en ce début de semaine que c'était pas impossible pour les Broncos d'aller chercher un quarterback en montant un trade-up. Les Broncos qui sont actuellement, si on s'arrête là pour l'instant sur l'ordre établi à la fin de la saison régulière, avec le 12e choix. Est-ce que tu les vois trade-up pour aller chercher un QB, toi, Arthur ? Je pense honnêtement c'est fortement probable, enfin du moins possible. Sean Payton, enfin il est dit que le pick qu'ils essaieraient d'avoir c'est le 4e donc des Cardinals pour éviter de monter trop haut.
Donc, ce qui leur laisserait le 4e quarterback, logiquement, sauf si les Patriots font quelque chose de spécial, le 4e quarterback de la draft. Donc, 4e quarterback, ça devrait être J.J. McCarthy. Je pense que c'est possible parce que faire la saison côté Broncos avec Jarrett Stidham, Stidham. J'ai dit quoi? Je n'ai pas très bien entendu, mais j'avais entendu Stidman. Mais ça t'a peut-être dit Stidham que je n'ai pas entendu. Bon, enfin, peu importe. Donc avec Jarrett. L'oncle Jarrett, on l'appelle. J'ai perdu ma phrase. Bon, faire la saison avec Jarrett Stidham, ça me paraît compliqué. Ouais. Justement, Jarrett Stidham, Seb, parce que c'est quand même chez les Broncos une situation dont on a très peu parlé dans cette intersaison. J'ai l'impression qu'ils sont passés complètement sous les radars. On a parlé du départ de Russell Wilson, évidemment, chez les Steelers, mais on s'est intéressé de Russell Wilson va chez les Steelers. Ah tiens, est-ce que ça va marcher chez les Steelers? Mais personne s'occupe de ce qui se passe chez les Broncos, en fait. Tu vois, on a regardé les gens partir des Broncos. Pareil pour Jerry Jeudy, par exemple. On s'est dit, ah bah tiens, est-ce que ça va marcher là-bas? Mais en fait, personne s'est aperçu que les Broncos étaient en train de se retrouver un peu tout nus. Donc, on a quand même, à l'heure actuelle, Jarrett Stidham, qui est censé être le quarterback titulaire de la saison pour les Broncos. Il leur reste 2 autres choix. Aller chercher un quarterback à la free agency. Le problème, c'est que on connaît tous ici les problèmes de millions qui commencent à s'accumuler chez les Broncos de Denver, hein, qui ont quand même le contrat de Russell Wilson à payer l'an prochain, même s'il ne joue pas pour eux. Et on a sinon la possibilité d'aller chercher un quarterback à la draft. Jusqu'à la déclaration de Peyton aujourd'hui, les insiders semblaient dire que les Broncos, ils étaient assez confortables avec l'idée d'y aller avec Stidham. Mais ESPN parlait aussi, mais je reparlais de lui, avec le 12e choix, il pouvait très bien aussi target Don Nix d'Oregon, et que c'était pas forcément une mauvaise option. Faut pas oublier aussi que Denver, ils ont de sacrés problèmes dans la défense antiaérienne, et que, idem, un defensive back élite, ça se trouve pas sous le pas d'un cheval. Là, sur la free agency, il y en a plus, et de toute façon, ils auront pas les moyens, et qu'ils pourraient très bien aller chercher un cornerback à la draft. Ça se défend aussi. Je suis pas à 100% convaincu de ce trade-up. Il y a une vraie possibilité, je le reconnais. Je dois quand même abonder dans le sens d'Arthur en partie, mais Denver, c'est un gros chantier la saison prochaine, et il faudrait un petit peu stopper l'hégémonie de touchdown aériens qui leur sont tombés dessus la saison dernière. Faudrait vraiment stopper cette hémorragie, parce que ça pourrait être vraiment problématique. Alors, apparemment, d'après un très bon article, je te donne la parole tout de suite, Arthur. D'après un très bon article qui est paru aujourd'hui, enfin ce lundi sur The Free Agent, les Broncos sont 22 millions de cap space pour l'an prochain. Ça laisse quand même une possibilité s'ils veulent aller chercher un QB. Il y a Ryan Tannehill qui est toujours dispo, par exemple. Ryan Tannehill. Toujours, oui. Il y a Brian Hoyer aussi, si on va par là. Il y a Rex Grossman, non, pardon. Non. Non, plus sérieusement, les quarterbacks restants sur le marché de la free agency, bon, le choix c'est quand même sérieusement réduit. Hein. Il était déjà pas pléthorique au début de la free agency, au moment de l'ouverture de l'année de la ligue. Là, ça devient vraiment restreint. Est-ce qu'il faut aller chercher un Ryan Tannehill, mettre de l'argent sur un Ryan Tannehill quant à Stidham, pardon, décidément. On lui en veut, lui. Oh, là, mais pourtant, il m'a rien fait, cet homme-là. Je suis pas... Enfin, disons que ça se discute. Tu les vois vraiment pouvoir partir toute la saison avec Stidham en 1? Bah, disons qu'il va falloir l'assumer après, hein. Mais on va passer de Denver, le dernier dinosaure, à Denver, le dernier de division. Attention, j'ai pas dit que Stidham c'était la solution. C'est absolument pas mes propos.
J'ai dit qu'il semblait... C'est pas le problème non plus, il faut bien le reconnaître, c'est pas lui qui vient le problème non plus. C'est pas lui le problème non plus. En effet, je dis juste qu'il semblait être assez à l'aise avec l'idée de l'avoir en quarterback titulaire. Bon, peut-être qu'ils s'en... Si c'est le cas, peut-être qu'ils s'en mordront des doigts dès la 2e semaine, ou peut-être pas. Et puis, tout dépend aussi par où ils veulent commencer le chantier, parce qu'il y a beaucoup de choses à retravailler du côté des Broncos. Et notre ami Vince ne me dira pas le contraire. Hein. On salue d'ailleurs Vince au passage. Arthur, tu voulais ajouter quelque chose? Après, j'ai encore une question là-dessus pour toi, Sam. J'ai peut-être une hypothèse, du coup. Je reviens sur ce que Sébastien a dit. Tu as rafté un defensive back au premier tour. Je pense qu'ils peuvent se diriger là-dessus en cas de non-trade-up. Et après, pourquoi pas aller du coup chercher leur quarterback en 2e tour, vu qu'il devrait en rester. Bonix, normalement d'ailleurs. Alors attends, je regarde parce que j'ai pas tout leur choix de draft en tête. Ils ont quoi? 2e ou pas? Alors ils ont le 12 et le 76 après. Hein. Ah, ça va loin. Donc ils n'ont pas de 2e tour. Ils n'ont pas de 2e tour, il me semblait. Donc du coup, ça vient. Alors après, 3e tour du coup. Après, des QB au 3e, au 4e tour, ça se trouve. Est-ce que c'est sur eux que tu vas compter pour starter ta saison? Oui. À moins vraiment que tu tombes sur une perle qui se révèle au camp d'entraînement. Est-ce que c'est mieux que Stidham finalement? Après, voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Il peut en rester quelques-uns des petits quarterbacks. Faut voir. C'est un pari. Et puis, une fois de plus, tout dépend de comment ils veulent orienter le chantier de reconstruction du club. Ça, je n'en démords pas. S'ils font un move, au moins on sait ce qu'ils voudront faire. Ils voudront prioriser leur attaque. Oui, c'est absolument... oui, c'est à peu près certain. J'avais une autre question, Seb, mais je l'ai oublié, donc c'est pas très grave. Ah oui, ça c'est important, dis donc. Oui, ça concernait notre ami Stidham. Ah oui, si, c'est ça. Est-ce que on peut pas se dire que Ryan Tannehill, par exemple, sera toujours disponible au début de la saison, qu'il aura pas, parce que le marché des quarterbacks va quand même commencer à être extrêmement restreint et va l'être encore plus après la draft. Est-ce qu'on peut pas se dire, les Broncos, ils vont tenter le coup avec Stidham, et puis si ça marche pas au bout de 2-3 semaines, ils auront encore possibilité d'aller chercher des agents libres, hein, de toute façon. Donc ils peuvent très bien après aller le chercher en semaine 3, en semaine 4. Absolument, il y aura toujours sur cette offre de quarterback certes réduite, tu en auras toujours quelques-uns qui n'auront pas encore trouvé de club. Je sais pas, tu auras peut-être un Carson Wentz ou un Blaine Gabbert, tu vois, qui Joe Flacco, c'est trop mort, c'est mort. Hein. Joe Flacco, c'est mort, mais il y a toujours cette solution de repli. Après, tu sais que, alors, sauf, tu parlais de Joe Flacco, c'est vrai qu'il a quand même été l'exception qui va me faire mentir. Tu sais que tu risques de te retrouver avec un résultat, je ne vais pas dire médiocre, mais pas forcément à la hauteur de ce que tu espères en début de saison. Mais tu récupères un vétéran, tu récupères quelqu'un qui a du métier, tu récupères quelqu'un qui sait ce que c'est un snap et ce que c'est que de jouer un match de football professionnel. C'est un pis-aller, mais ça peut se faire. Et puis, si tu fais ça en journée 2 ou 3, même 4 ou 5, tu as encore le temps de réorienter ta politique sportive générale sur la saison pour aller dans une autre direction qui va être plus favorable. Surtout même si ça ne se traînera pas en résultat. Les débuts de saison réussis, ça les connaît chez les Broncos. Il n'y a qu'à voir en 2023 ce qui s'était passé. On passe aux Cardinals. On en a beaucoup parlé des Cardinals de l'Arizona parce que c'est peut-être l'une des équipes pivots de cette draft. Beaucoup pensent que les Cardinals pourraient laisser leur 4e choix. Ils ont donc le 4e choix. Est-ce que, alors pour eux, ce sera probablement pas un quarterback. La question, Arthur, elle est simple en fait, c'est est-ce qu'ils doivent profiter de ce 4e choix pour aller chercher le meilleur receveur de la draft, probablement Marvin Harrison Jr., ou est-ce qu'ils peuvent se dire, finalement on peut reculer de quelques rangs, reprendre encore des choix de draft, on va en parler, mais ils en ont déjà énormément, les Cardinals, des choix de draft, et finalement se prendre un receveur plus que correct, mais avec en plus quelques compensations. Déjà, normalement, les Cardinals sont 2 choix de premier tour durant la draft, 4e et 27e position, normalement.
si je ne me trompe pas. Donc du coup, ça laisse, ils ont quand même toujours un choix derrière pour aller chercher ce dont ils ont besoin. Donc je pense que le quatrième choix, ça va dépendre de l'offre qui va être proposée pour le pick, parce que si, imaginons, Broncos ou Vikings proposent 3 paquets de chips et des cacahuètes pour le quatrième pick, bon, ils vont sûrement refuser. Ça dépendra de l'offre, parce que après, forcément, avoir Marvin Harrison Jr. Avec Kyler Murray, ça peut être avantageux pour l'attaque. Après, si la compensation derrière est plutôt bonne, pourquoi pas non plus. Parce que tu imagines, si jamais les Vikings, par exemple, leur proposent leurs 2 choix de cette année, ils peuvent se retrouver avec le 11, le 23, le 27, avec 3 choix de premier tour. Du Ouais, coup, et ça, honnêtement, je pense les que tu Cardinals. acceptes. Les Cardinals, ils peuvent se retrouver avec 3 choix de premier tour. C'est quand même pas rien quand tu construis, Oui. quand tu construis une équipe. Là, effectivement, ils ont en tout et pour tout, donc le 4, le 27, le 35, le 66, le 71, le 90, le 104, le 138, le 162, le 186, le 226, 11 choix de draft, les Cardinals. Est-ce qu'ils ont vraiment encore besoin d'aller chercher d'autres choix de draft dans un trade down, Seb? Alors, il Ils faut peuvent pas se contenter de ce qu'ils ont? faut prendre un peu de recul, faut respirer un peu, parce qu'on a parlé beaucoup. Effectivement, 11 choix dans l'heure de 2024, c'est un problème de riche. On est bien d'accord. Et on pourrait, oui, imaginer qu'il trade down avec Minnesota. Minnesota, à qui en plus ils pourraient très bien demander leur first round de 2025, parce qu'en 2025, Minnesota n'a pas de deuxième round. Mais la priorité des Cardinals, c'est d'avoir un receveur et d'avoir un mâle alpha en guise de receveur. Et avec le 11e choix de Minnesota, je vais me répéter, mais ce sera trop tard. Les gros prospects sur cette draft, c'est Marvin Harrison Jr., Malik Nabers et Rome Odunze. Au 11e pick, ils seront partis. Et je les vois pas changer leur fusil d'épaule sur cette draft. Ils veulent donner un jouet à Kyler Murray, ils veulent lui donner une cible, et quelqu'un qui va s'imposer tout de suite. C'est des joueurs, les 3 que j'ai cités, qui ont le potentiel de faire ça, d'autant qu'il est moins compliqué pour un receveur de s'imposer dès sa première année que pour un quarterback. Une question de complexité des postes. Je vois vraiment pas Arizona essayer de grappiller 2 choix ou 3 choix de plus dans cette draft, alors qu'ils ont déjà des choix tout le tour du ventre. Et qu'ils ont une priorité très particulière sur ce first round. Moi, c'est ça qui m'interpelle dans le fait, parce que quand tu regardes la presse américaine, il y en a énormément qui parlent d'un trade down des Cards. Alors, soit on fait un trade down avec déjà un joueur qu'ils considèrent comme, tu vois, on leur met un receveur numéro 1 dans la balance, tu vois, auquel cas peut-être qu'ils se diront, bon, bah, c'est à réfléchir sans aller jusqu'à Justin Jefferson, mais il peut y avoir une équipe qui met son receveur en disant, ils en ont besoin, on leur en donne un, comme ça ils accepteront. Après, sinon, si c'est contre des choix de draft, franchement, bon, est-ce que vraiment ils ont besoin d'aller en chercher d'autres? Je suis pas convaincu. En tout cas, il y avait Sean Payton, je crois, qui disait lundi que le téléphone de Monty Osenfort, le GM des Cardinals, risquait d'être pas mal sollicité ces prochains temps. Je crois qu'il n'a pas tort, et c'est peut-être les Cardinals qui ont l'une des meilleures situations à l'entrée dans cette draft, parce que eux, ils vont être convoités, hein, pour le coup. Eux, ils savent que tu vois, il n'y a pas besoin de quarterback, donc déjà ça enlève ce problème de quarterback needed, quoi. Et ça peut être, ouais, ça va être une franchise extrêmement convoitée pour un trade down, ça c'est absolument certain. Et surtout, ils ont, avec 11 choix dans la draft, ils ont, très honnêtement, tu reconstruis un club avec 11 choix, si tu les fais intelligemment. Tu fais une équipe de foot, hein. Tu construis une escouade offensive ou défensive. Tu choisis. Tu peux reconstruire un club pour tes 4, 5, voire plus années à venir. Une fois de plus, si tu le fais intelligemment. Non, je les vois pas de trade down. Très bien. Alors, passons à l'autre équipe, parce que s'il y a des trade-up, il va falloir qu'il y en ait des trade-down. On va parler rapidement d'une autre équipe qui, elle aussi, normalement, veut aller chercher un receveur, c'est les Chargers de Los Angeles. Alors eux, on va partir du principe que les Cardinals n'ont pas trade down. Ils auraient du coup le deuxième meilleur receveur, logiquement, de la
de la promotion. Là aussi, les Chargers, ils sont au centre de toutes les discussions. On dit, est-ce que finalement, ils ne laisseraient pas quelques tours pour voilà, ils iront chercher leur receveur plus tard. De toute façon, bon, ils en ont besoin, mais ils peuvent le choisir plus tard. Alors bon, moi, personnellement, je vais voir ce que vous en pensez, mais je ne fais pas partie de ces gens-là. À mon avis, ils en ont grandement besoin, surtout vu les moves qu'il y a eu à la Free Agency. On en a parlé lors du podcast de la dernière fois avec le grand ménage de printemps des Chargers. Mais est-ce qu'ils peuvent se permettre de trade down, Arthur, les Chargers? Je vais te rejoindre là-dessus, je pense pas. Ils ont clairement besoin d'un receveur. Marvin Harrison Jr. devrait être pris justement. Tu fonces sur Malik Nabers, Nabers, pardon, j'ai dû dire autre chose. T'as pas le choix. Je vais revenir aussi sur ce que tu as dit plus tôt, Seb. Il y a 3 gros receveurs dans la draft. Marvin Harrison Jr., Malik Nabers et Romeo Odunze. S'ils vont chercher plus tard, ce sera de la moins bonne qualité. Donc, je pense que autant aller chercher la très bonne qualité dans une cuvée toute fraîche de la draft que d'aller faire les fous, aller chercher un receveur en 20e position ou je ne sais où. Un petit Brian Thomas, le numéro 2 de LSU à côté de Malik Nabers, ça peut être sympa, mais effectivement, c'est un choix beaucoup plus. Vous allez me dire, tout est un pari à la draft, mais c'est un pari un peu plus osé. Seb, toi, tu es sur la même position. Les Chargers, s'ils restent accrochés comme ils moulent à son rocher à leur choix 5. Alors, faut reprendre un petit peu quelle était la situation des Chargers avant l'entrée en free agency et cette dernière ligne droite avant la draft. Ils avaient besoin de libérer du cap, vraiment besoin, et ils ont quand même fait un choix, c'est de restructurer les contrats de 2 de leurs défenseurs, Khalil Mack et Nick Bosa, et de laisser partir 2 joueurs de l'attaque, Keenan Allen et Mike Williams, leurs 2 receveurs. Donc, pour moi, le message, il est clair, c'est-à-dire que le chantier de reconstruction, il commence par l'attaque autour de Justin Herbert. Ils ont préféré tenir plutôt que courir en défense, et c'est quasi certain qu'ils vont prendre un receveur au first round. Marvin Harrison Jr., Malik Nabers ou Rome Odunze, ils seront très certainement dispo, au moins l'un d'entre eux sera dispo au 5e choix. Alors, il pourrait choisir une autre option, ce serait de se tourner vers un tight end. Il y aurait Brock Bowers de Georgia qui pourrait être un bon fit. Il y a Jatavion Sanders de Texas qui est un bon prospect, mais qu'on voit quand même pas aussi haut. Mais ça veut dire renoncer à prendre un receveur. Moi, leur besoin est tellement criant sur ce poste-là que je ne les vois pas changer non plus leur fusil d'épaule. On va me dire que je suis conservateur, mais il faut voir aussi que s'ils se tournent... Alors, ils ont un peu plus de cap maintenant, ils en ont libéré pas mal. Je crois qu'ils ont... je sais plus, je suis désolé. Je trouvais ça aussi. Un peu plus de 35 millions, je crois, de disponibles, 35 millions 3 de disponibles actuellement. Alors, ça permet de faire des belles choses, mais une fois de plus, dans ce qui reste à la free agency, t'as pas exactement un vrai wide receiver one. Hein. Il y a de la qualité hein, encore. Tu as du vétéran. Il y a Michael Thomas qui est disponible. Il y a Marquez Valdez-Scantling qui est toujours disponible. Il y a OBJ, etc. Mais à l'heure où le podcast va être diffusé, OBJ il aura signé à Miami et on va voir. Voilà. Alors, si jamais vous vous réveillez mardi matin et qu'OBJ a signé à Miami ou ailleurs, excusez-nous encore une fois, nous ne sommes pas en direct. On sait qu'il y a des tractations, mais au moment où on enregistre, c'est pas tombé, donc on fait ce qu'on peut. Vas-y mon Seb. Donc voilà, il y a encore des joueurs il y a des joueurs de qualité encore, mais je suis pas sûr que tu aies envie de faire d'un Julio Jones ou d'un DJ Shark ou de Chase Claypool ton receveur numéro 1. DJ Shark, tu peux en faire un baby. Voilà. Ben, tu peux en faire un Baby Shark, oui, tout à fait. Voilà. C'est pas comment.
Oui, blague de mélomane, oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a une franchise, alors qui n'était pas dans le conducteur que je vous ai donné, mais dont on va parler parce qu'on a encore quelques petites minutes, qui pourrait être quand même le dindon de la farce. S'il y a un trade-up, c'est les Giants, parce que eux, ils ont clairement annoncé qu'ils voulaient aller chercher un QB, même si Daniel Jones sera encore le titulaire en 2024, mais pour le préparer, parce que bon, on a tous compris qu'ils allaient essayer de se débarrasser de Daniel Jones dès qu'ils pourraient, en le balançant par la fenêtre, c'est l'homme de la situation, mais dès qu'on pourra s'en débarrasser, ils le jetteront. Est-ce que, tu vois, si jamais il y a un trade-up d'une équipe besoin de quarterback, ça peut être par exemple les Vikings, ça peut être les Broncos, tu te dis que tu as le 1, le 2, le 3 et l'autre équipe qui trade up qui vont prendre un quarterback, derrière, ça complique quand même sévèrement la tâche pour les Giants, Seb. Ah mais absolument, parce que imaginons que voilà, Minnesota, par le petit montage que j'ai évoqué tout à l'heure, prenne le 5e choix des Chargers et qui leur pique JJ McCarthy sous le nez, ça va être compliqué pour eux de se retourner, hein, puisque c'est effectivement, semble-t-il, c'est le plan pour les Giants, c'est de prendre un quarterback. Et Williams, Daniels et Drake May, ils seront partis au 5e pick. Hein. Faut pas se faire d'illusions là-dessus. Ça, c'est certain, oui. On peut parier là-dessus. Oui. La situation va se compliquer pour eux. Hein. Alors, je n'ose imaginer qu'il n'ait pas un plan B, au moins, même s'il n'est pas écrit et posé, qu'il ne soit pas un petit peu envisagé dans l'esprit du general manager. Mais ça pourrait être un scénario catastrophe pour les Giants, qui n'ont pas besoin de ça. Les pauvres. Oui, non, c'est vrai qu'ils sont pas forcément très bien lotis déjà. Autre franchise aussi, Arthur, qui pourrait éventuellement être intéressé par un trade-up, qui pourrait tenter quelque chose, c'est les Raiders de Las Vegas. Parce que les Raiders, au final, pour l'instant, à l'heure actuelle, ils partent avec Aiden O'Connell comme quarterback titulaire. Et de l'aveu même d'Antonio Pierce, il y a quand même une probabilité qu'ils aillent eux aussi chercher un quarterback à la draft. Oui, j'ai vu dans les mock drafts que Bonix était vu comme choisi au 2e tour par les Raiders. Et donc, si par pure fantasy, ils auraient envie d'avoir la meilleure qualité, ouais, ils pourraient envisager un petit trade-up avec leur 13e choix et quelques petites choses à côté. Après, eux, ils partent d'encore plus loin que les Broncos, hein, donc ça semble quand même assez compliqué. Oui, ils partent de loin, mais je crois que Drake May, il a un passé avec Antonio Pierce. Il me semble qu'Antonio Pierce, il a fait une pige dans une des facs que May a fréquenté. Je me demande s'il n'est pas passé par Arizona. Donc ça aussi, ça peut jouer. Oui. Après, s'ils veulent Drake May, ça les faire monter en 2e position. Va falloir un sacré trade. Hein, Alors bon, il y a des insiders qui ont sorti aujourd'hui que finalement les Commanders pourraient aller chercher JJ McCarthy plutôt que Drake May avec le choix 2. Ça me paraît assez audacieux, mais pourquoi pas après tout. Moi, je vois plus que Jayden Daniels, c'est la limite, mais. Ah oui, là, je te dis ce que certains ont. Après, tu sais, c'est toujours pareil. Hein. Tu as des relais de compte. Moi, je peux très bien tweeter. Je pense qu'ils vont prendre Charles Todin comme en 3e choix de draft. Bon, je te mets un petit habillage sympa. Et puis... Alors, je vous confirme, parce qu'il a fallu que je fasse une petite... Antonio Pierce, en 2021, il était Associate Head Coach et Defensive Coordinator pour Arizona State. Donc, ils se connaissent. Voilà. Ça se trouve, ils se détestent. Ils se connaissent. C'est possible aussi. Mais là, écoute, je les connais pas, ces gens-là. Je suis pas dans leur intimité. Hein, je veux jamais aller retourner jouer avec ce gars-là. Je le déteste. Ah oui, c'est pas toujours une bonne chose. Hein, tu sais, on sait jamais. Bon, les amis, petite question bonus du jour. Combien de quarterbacks vont être choisis lors de ce premier tour de la draft? Alors, si on revient à l'an dernier, il y en avait eu 3.
Je dis pas de bêtises. 2 ou 3, je sais plus. Je sais déjà plus. L'année d'avant, c'était 1. L'année d'avant, c'était 4. Est-ce qu'on va être sur les 13 dernières saisons en tout? Il y en a eu 35 choisis au premier tour. Ce qui nous donne une moyenne, grosso modo, on va faire le calcul rapide, en gros 3 par an. Hein. Je ne suis pas fort en maths, mais ça fait un peu moins de 3 par an. Est-ce qu'on est dans cette moyenne? On risque d'être quand même dans une moyenne beaucoup plus haute, là, Seb. Oh oui. Moi, je dis au moins 5, peut-être 6. 5 voire 6. Ouais. D'accord. Caleb Williams, Jaden Daniels, Drake May, JJ McCarthy, Michael Penix Jr. et peut-être Bo Nix en outsider. Ouais, donc ça ferait 6. Ouais. Bon, au moins 5. Arthur, toi? Moi, je suis un peu moins ambitieux. Je vais dire 5. Caleb Williams, Jaden Daniels, J.J. McCarthy, Drake May et Michael Penix Jr. Je ferai Bonix un peu plus tard. Bon, 5 c'est déjà pas mal et ça ferait beaucoup. Après, dans l'histoire des trade-up, dans l'histoire récente des trade-up, il y a quand même... on a toujours une équipe qui tente le coup de remonter beaucoup pour aller chercher un gros choix. On avait eu le cas de l'an dernier des Panthers qui sont allés chercher Bryce Young pour un succès qui pour l'instant est limité, même si on va rester prudent parce que ça peut toujours se développer. Voilà, on verra, c'est peut-être un quarterback asperge lui aussi, mais ça peut toujours se développer. Il peut peut-être mettre 2-3 ans avant de partir, d'exploser. Pour l'instant, c'est assez limité. On avait eu le cas de Trey Lance avec les 49ers. Ça n'a pas donné ce qu'on voulait. On a eu le cas aussi, qui est-ce qu'on avait? Justin Fields, où il y avait eu un trade-up aussi pour aller chercher Justin Fields, qui aujourd'hui a été renvoyé en tant que backup du côté des Steelers. Alors après, on va me dire, oui, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu Josh Allen chez les Bills, il y a eu Patrick Mahomes chez les Chiefs. Donc ça peut aussi marcher, les trade-up. Mais c'est vrai que généralement, les gros trade-up qui ont été faits pour remonter dans les 2-3 premiers choix de draft, ces dernières saisons, ça n'a pas toujours été grande garantie de succès, Seb. On est bien d'accord? On est bien d'accord. Après, ça reste la draft et ça reste une loterie, tu sais, tout comme la vie est une loterie. La vie est une loterie, certes, oui. On ne va pas philosopher là-dessus ce soir. La vie est une boîte de chocolat. Voilà, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. La draft, c'est pareil. Regarde, si on va parler, les Heisman Trophy qui ont fait une carrière vraiment brillante après chez les pros, il n'y en a pas tant que ça, c'est pas une garantie. Et pourtant, chaque année, le Heisman Trophy part dans les premiers choix de la draft. Je pense que c'est pas le trade-up en lui-même qui produit le bust. Déjà, un joueur qui arrive dans un environnement instable. Regarde, tu parles de Bryce Young. Bryce Young, deuxième année, il va connaître son troisième head coach même. Donc, déjà, en termes de stabilité, si tu veux, ça commence mal. Et puis, il faut voir comment il est entouré aussi. Et il faut voir l'entourage également, qui est pas terrible. Mais si déjà, tu n'as pas une stabilité au niveau du staff sportif, un jeune joueur, tu ne peux pas le développer. C'est plus une question d'environnement que de trade ou de hauteur dans la draft. Effectivement, tu prends l'exemple des Chiefs qui trade up pour aller chercher Mahomes. Mahomes, il arrive dans un club qui est stable, où c'est pas les portes de saloon tous les 6 mois sur les coachs ou sur les assistants. Et Kansas City, quand ils font ce move, c'est parce qu'ils veulent ce joueur, pas parce que c'est le plus gros prospect ou c'est le plus brillant. Non, ils veulent ce joueur parce que Andy Reid, il sait que c'est celui-là qu'il lui faut dans son système, qui est bien installé, et dans son coaching staff, il sait que ça va marcher. Et c'est pour ça qu'il fait le trade-up. C'est un risque qui est... à ce niveau-là, c'est même pas un risque, parce que tout a été calculé en amont. Et certes, quand tu trade-up parce que tu veux prendre le joueur le plus brillant, ou celui qui te paraît le plus brillant avec le choix que tu obtiendras, que tu veux drafter le meilleur joueur disponible, là, si ton environnement il est pas safe, s'il n'est pas déjà stable, les chances pour que ça marche, il faut que tu tombes sur un génie, quoi, c'est tout. Et des génies du foot, il y en a très très peu. On rappelle que c'était à ce moment-là, la draft 2017, Patrick Mahomes, il est drafté en fin de top 10. C'était pas un trade-up pour monter dans les deuxième, troisième choix. Ce que je veux dire, c'est que il n'avait pas non plus la pression
qu'on peut avoir quand tu es choisi dans le top 3 ou dans le top 5, où forcément tu es scruté, que ce soit à partir de la pré-saison et même dans le camp d'entraînement, où on va se dire qu'est-ce que ça va donner, tu as la pression médiatique, tu as tout ça, tu arrives quand même en NFL, c'est pas rien. Bon, Patrick Mahomes, ça reste un choix de premier tour, c'est le 10e choix, hein, si je dis pas de bêtises, de la draft 2017. Voilà, bon, il y avait Mitch Trubisky qui avait été drafté bien avant lui par les Bears en 2e choix. Bon, voilà, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Mitch Trubisky, Rex Grossman, le combat. Hein. On salue les fans de Rex Grossman s'ils nous écoutent. On a et c'était d'ailleurs une belle draft la 2017 parce que c'était celle de Christian McCaffrey aussi, si je dis pas de bêtises. Celle de Christian McCaffrey. Christian McCaffrey, Patrick Mahomes à la draft, tous les deux dans le top 10. C'était quand même pas vilain. C'était pas celle de 2021. Moi, je vais vous le dire tout de suite. Bon, les amis, c'est sur ces bonnes paroles que l'on va refermer ce podcast. On se retrouve en fin de semaine. On va parler alors soit d'actu, soit d'un thème un peu spécial. J'ai pas encore confirmation de notre invité, donc je ne m'avance sur rien. Mais ça pourrait être soit ce sera un tour de l'actu, soit ce sera un spécial Steelers de Pittsburgh. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Mais même si c'est les Steelers, on fera un petit tour de l'actu en fin de podcast quand même. Comme ça, on parlera d'Eljarius Sneed qui est parti du côté de Tennessee. On parlera de tout ça. On fera un petit tour rapide d'actu, pourquoi pas. Allez, ça fera toujours plaisir. Merci mon Seb d'avoir été avec moi ce soir et d'être encore avec moi lors du prochain podcast. Je vous rappelle qu'à partir de la semaine prochaine, il n'y aura plus qu'un seul podcast par semaine. Et oui, mais ne soyez pas tristes, vous pourrez réécouter tous ceux de la saison précédente, si vous êtes en manque. Mon cher Arthur, merci aussi d'avoir été avec nous ce soir. On vous souhaite à tous une très bonne écoute. N'hésitez pas à noter le podcast sur les plateformes d'écoute. N'hésitez pas aussi à lire les articles sur le site de TFA et sur l'application TFA disponible comme d'habitude sur iOS et sur le Google Store. Merci à tous de votre attention. On se dit à très très vite et d'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Ciao, bye. Bye bye.